Alors, toute la difficulté de l'équilibrage du taux vibratoire TAU, et non pas TAUX, et TAUX est inclus dans le TAU. Évidemment, le TAUX, c'est le taux physiologique des fréquences et tout ça, et le taux TAU, c'est le principe archétypique qui fait qu'on va équilibrer justement ces fréquences, et l'opposition polarisée de ces fréquences. La difficulté donc qu'on a à vivre dans cet équilibrage du taux vibratoire se situe dans l'aspect relationnel de l'incarnation. Et donc, on va avoir la difficulté quand on se conscientise sur les processus évolutifs de l'individuation globale, on va avoir des difficultés sur précisément faire la différence entre besoin et désir. Et dans la relation, on a un besoin à l'attachement. Bon, l'attachement est nécessaire, donc c'est un besoin pendant un temps, et cet attachement va être la substance qui va créer de la mémoire, enfin, donc la mémoire sera la substance évidemment, et ça va faire qu'on aura un matériau sur lequel l'énergie antimatière va pouvoir se fixer. C'est-à-dire on va avoir un DVD-ROM sur lequel graver des données impressives. Mais il n'y a pas que des données mémorielles, c'est-à-dire que les données mémorielles, elles sont elles-mêmes le support, c'est-à-dire qu'il y a un support matériel qui est composé par les données mémorielles de la masse et de la vitesse dans l'espace-temps. Et ensuite, il y a un support physique qui va aussi créer d'autres mémoires et qui vont retourner aussi à l'espace-temps, au subatome et tout ça. Mais tout ça, ça participe au fait qu'on a besoin de cette matérialité pour incarner l'antimatière. Mais pour équilibrer ce taux vibratoire, on ne peut pas rejeter la matière. On ne peut pas dire l'ego c'est méchant, on ne peut pas dire la mémoire c'est méchant, enfin bon. Il faut vraiment comprendre que tout a son utilité, que tout est à sa place, même quand c'est de la souffrance, c'est aussi à sa place. Il n'y a pas de problème avec la souffrance, sauf quand évidemment elle reste subjective et inconsciente. Et c'est de la souffrance un peu pour rien, même si c'est pas pour rien, puisque du coup ça participe à la substantialité, à la création des mémoires, et donc à créer un corps, enfin à créer des corps solides pour accueillir plus tard une conscientisation qui permettra une incarnation plus importante de l'aspect nucléaire de l'homme. Donc ça doit se faire. Mais nous, on est coincé par la psychologie. Donc l'atomique, il est sur les starting blocks et il ne peut pas nucléariser l'homme tant que la psychologie bloque l'arrivée du nucléaire. Voilà. Donc on est là dans une nucléarisation progressive de la psychologie, donc de la matière et de l'ego-cerveau. Et on est coincé dans ces trucs de la relation. On va parler de relation amoureuse parce que c'est là où on a plus de matière et de choses à observer que dans l'amitié ou dans la relation filiale, même si dans la relation filiale il y a aussi énormément de choses, c'est entre les deux. Mais la relation amoureuse, c'est vraiment du plus, parce que c'est en fait, la relation amoureuse, elle est à l'image de la fusion de l'antimatière avec l'homme. Donc c'est quand même intéressant de considérer que la relation amoureuse est enfin c'est pas un archétype, c'est une image, une projection. Et dans cette projection, on va pouvoir mieux aussi comprendre la relation entre l'antimatière et la matière. Donc entre l'antimatière, l'esprit, enfin ce qui précède l'esprit, et l'homme ensuite, donc dans la manifestation que l'on connaît aujourd'hui, qui se conscientise, qui est en fait du miroir réflexif de l'antimatière. Donc la réflexion, c'est pas un problème en soi, la mémoire, c'est pas un problème en soi. Ce qui va être un problème en soi, c'est à partir du moment où en psychologie, on va vraiment confondre le besoin et le désir. Et c'est pas de la moralisation dont on va parler ici, parce que c'est pas mon genre, vous avez pu remarquer. Donc on va plutôt observer ce que c'est que les mécanismes qui sont en jeu là-dedans. Donc ce fait qu'on va confondre besoin et désir, donc c'est pas un aspect moral, c'est un aspect archétypique en fait, c'est que la formation de l'ego est nécessaire, et donc toute réflexion et toute mémorisation est nécessaire, donc c'est un besoin, mais ça finit par être un désir quand le besoin, c'est-à-dire quand la coupe est pleine, quand le Graal a été rempli, le Graal de l'homme est rempli de mémoire et de réflexion suffisante, donc de données réflexives, il va pouvoir basculer dans autre chose. Et le problème, c'est qu'il y a un blocage à ce moment-là, la transition est difficile à faire. Bon, on peut translater,
Mais même dans la translation, il y a cette difficulté. Alors, il y a cette difficulté dans les personnes qui n'arrivent pas à translater, qui sont toujours bloquées dans l'aspect psychologique et qui ne peuvent pas passer à l'aspect atomique. Ils sont toujours bloqués par le fait qu'ils confondent besoin et désir. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à vouloir vampiriser, à vouloir de la valorisation dans la relation, c'est-à-dire aime-moi, je t'aimerai, et je t'aime pour que tu m'aimes, etc. Même s'il y a du déni là-dedans, hein. On dit toujours qu'on aime gratuitement, mais c'est pas vrai. Il faut quand même se regarder bien en face, quoi. On n'aime jamais gratuitement quand on est dans la force centripète, dans le spin centripète, donc quand on est dans la psychologie planétaire. Et quand on bascule dans l'atomique, évidemment c'est différent, mais on n'y est pas encore, voilà. Hein, 2500 ans encore ou pas, on s'en fout, le temps que ça prend. En tout cas, ça peut en prendre beaucoup. Donc, il faut se faire une raison, ça peut prendre du temps, ça peut être très lent et on ne va pas être intégré comme ça. Le fusionnement, il commence, oui, évidemment. Il est commencé dès qu'on commence à basculer dans l'atomisation, dans la nucléarisation de l'être, donc dans une conscience des processus dans lesquels on s'inscrit en tant qu'être avatar programmé, donc soumis à une programmation astrale, par l'astrologie donc, et on est vraiment contraint à ça, on est soumis à ça et on ne peut pas y couper. Quand on rentre de plus en plus dans l'atomisation, on rentre de plus en plus dans cette identité de l'antimatière, et à ce moment-là, on comprend qu'on est le programmateur à la base. Donc du coup, ça pacifie un petit peu ce qu'on appelle la colère contre les plans. Tant qu'on est identifié totalement à l'avatar, on va se fâcher contre les plans, on va même vouloir sortir de la matrice, etc. On va être très très en colère, très souffrant, et là on est dans une colère et une souffrance psychologique. La colère c'est bien aussi, mais c'est nécessaire qu'elle dérive vers quelque chose de plus... je ne me laisse pas faire avec un programme, je ne me soumets pas à un programme, même si le programme, je dois y passer, je ne vais pas m'y soumettre dans le sens où j'en suis victime, où je me plains, où il y a des ennemis à l'extérieur de moi, parce qu'en fait ils sont à l'intérieur de soi, dans ces mémoires astrales subatomiques. Voilà. Donc c'est des créations personnelles, même si on a accès à des mémoires de la bibliothèque akashique, donc qui peuvent être vécues par d'autres personnes dans le même temps, dans le même espace-temps. On peut avoir accès à des mémoires par rêve ou par conscience éveillée, etc. On peut avoir accès à ces mémoires parce que c'est en fait intriqué, c'est quantiquement intriqué, donc on partage les mêmes mémoires, même si on ne s'en aperçoit pas. C'est pour ça que des fois on fait des rêves qui semblent pas forcément être en relation avec notre vie. C'est simplement qu'ils ont une résonance vibratoire atomique, quantique donc, avec un aspect de notre vie, et c'est à nous d'aller le chercher, cet aspect. Mais en fait, ils sont pris dans une mémoire d'un vécu d'une autre personne. Voilà. Soit dans cet espace-temps, ou soit dans d'autres espaces-temps. Peu importe, de toute façon, c'est intriqué de la même manière. Tous les espaces-temps sont intriqués tous ensemble dans le subatome, et tous, nous avons le même subatome dans tous nos atomes. Donc, c'est vraiment très comme un. Voilà, et nous sommes appelés à communiquer, c'est-à-dire à devenir des communicants dans ces vases, dans ces grâles que nous sommes, à comprendre que nous partageons tous ces données mémorielles ensemble et qu'on peut tous y accéder pour s'en servir dans l'incarnation, sans plus s'identifier à «je suis Toutankhamon, Néfertiti et compagnie», n'est-ce pas, hein, et trouver que du coup on est un avatar très très intéressant parce qu'on est l'avatar de Néfertiti. Voilà, enfin bon, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc on a accès à ces mémoires pour s'en servir, c'est-à-dire pour voir comment est-ce qu'il y a un archétype dans la mémoire qui va nous servir dans l'incarnation. Donc je reviens aux différences entre besoin et désir, et pourquoi est-ce on n'arrive pas à faire la différence entre besoin et désir. C'est parce qu'on ne connaît pas les processus. Quand on commence à connaître les processus, on a des éléments pour mieux faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du besoin, c'est-à-dire le besoin dans la relation amoureuse, par exemple, ça va être le besoin de l'attachement, c'est-à-dire le besoin d'être en lien avec quelqu'un, être dépendant de ce lien et être dans une souffrance s'il n'y a pas de réciprocité pendant un certain temps. Si on observe qu'il n'y a pas de réciprocité pendant un certain temps et que ça nous cause une souffrance donc psychologique, une résistance, s'il y a une résistance, s'il y a un échauffement, s'il y a des manifestations physiologiques, ça veut dire que là on est dans un besoin qui a dérivé en désir. À la base c'est un besoin, mais si on est vraiment dans ce processus d'individuation proche de basculer ou qu'on a déjà basculé et qu'on est rentré dans la translation, si on observe une souffrance dans un manque de réciprocité,
ou dans une absence de réciprocité, donc il y aura un manque. Ce manque sera soit de l'ordre du besoin, mais non, à partir d'un moment, c'est plus du besoin, et ça bascule dans le désir. Et donc quand on est en translation de l'individuation, on est toujours dans le désir, on n'est plus vraiment dans le besoin, parce que ça y est, c'est fait, la récolte des données réflexives, elle est faite, le Graal, il est plein, la saturation, elle a eu lieu, la première descente d'énergie, elle a eu lieu, la première prise de conscience majeure, elle a eu lieu, et après on translate. Donc quand on est dans des ajustements d'assimilation de l'énergie, on les assimile dans la relation incarnée. Et là, on va voir, est-ce que je suis dans l'attachement ou est-ce que je suis dans le manque, est-ce que je suis dans la souffrance, s'il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas de réflexion. Voilà. Parce qu'en fait, je constate que physiologiquement, émotionnellement, je n'ai plus besoin de données réflexives. Donc pourquoi est-ce que je vais encore chercher de la relation pour confirmer une identité qui est de l'ordre planétaire, qui est de l'ordre de l'ego. Donc si j'ai besoin de cette confirmation d'identité de l'ego, je vais par exemple tomber dans du love bombing. C'est-à-dire quand quelqu'un va m'encenser et me dire que je suis formidable et tout ça, je vais me dire, ah ben j'en voudrais bien encore un petit peu, une petite dose de dopamine, s'il vous plaît. Allez, on injecte une petite dose. Bon, c'est ça, quoi, c'est une espèce de drogue. Donc là, on peut vraiment rentrer dans l'observation de la dépendance addictive. Donc là, on est dans l'ordre du, non plus du besoin, mais du désir. Et c'est comme ça qu'on fait la différence entre le corps mental et le corps de désir. C'est-à-dire le corps mental, il se sert du corps vital pour assurer une survie du corps, donc récolte de données réflexives, ego et tout, logistique, enfin tout fonctionne, c'est parfait. Et à partir du moment où tout ça étant réalisé, on continue à en vouloir encore, on est dans l'addiction, et là on est dans du corps de désir, donc du corps émotionnel et de l'émotivité. Donc ça crée de la gravité, ça crée de la densité, et ça rebascule encore dans la programmation du subatome, des nouveaux programmes qui seront censés personnellement nous faire prendre conscience de ça. Donc on nous enverra encore de la merde pour qu'on puisse observer cette propension sans moralité, sans culpabilité, pour qu'on puisse l'observer, cette propension à avoir un désir alors que le besoin est comblé. Voilà, que les besoins sont comblés. Les besoins, c'est vrai que les besoins de réciprocité, tant qu'on est dans l'état translatoire, et l'état translatoire, ça va durer longtemps, je vous assure, ça va durer longtemps. C'est-à-dire que l'intégration, elle dure plus longtemps que le début de la fusion. C'est-à-dire que quand on a basculé du côté atomique, on commence déjà à rentrer en fusion. Mais cette fusion n'est pas, vous ne pouvez pas dire vous êtes fusionné et au participe passé, c'est-à-dire que ce n'est pas accompli. Ça va demander une intégration, et c'est cette intégration qui prend énormément de temps et qui est très lente. L'importance ici vraiment de comprendre ça, je vous rappelle l'audio de Bernard de Montréal qui s'appelle Conscience, merde, mental objectif et concret et objectif, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Donc c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup d'éléments philosophiques, mais aussi un petit peu des éléments scientifiques qui permettent de comprendre que c'est la patience dans l'acceptation que ça prend du temps et que c'est très lent, parce qu'au niveau biochimique, l'assimilation de l'énergie informative et de l'identité qui va avec, elle est très lente, parce que le corps, il va très lentement. On est ici dans un espace-temps où les choses sont très lentes, ça se passe très lentement. Ce qui explique par exemple dans Interstellar que le père il est beaucoup plus jeune que sa fille parce que lui il a remonté le temps. Et donc pour elle, le temps s'est écoulé très lentement et quand lui il la rencontre à nouveau, il est tout jeune, on pourrait croire qu'il est le fils de sa fille ou même le petit-fils de sa fille. Et voilà pourquoi c'est en fait sur Terre, on est vraiment parce qu'il y a beaucoup de gravité, donc il y a beaucoup de densité, donc il y a beaucoup de lenteur. Et donc ça, on est censé maîtriser la gravité en passant par l'acceptation de la lenteur du temps. C'est-à-dire que si vous voulez que ça aille plus vite, vous allez encore accentuer la lenteur du temps. Si vous voulez accélérer le temps, il va se ralentir encore plus. Voilà, c'est l'effet opposé. Ce à quoi on s'oppose persiste et se renforce, etc. Donc par contre, si on arrive à lâcher du lest, à se dire, ok, bon, ça prend du temps, bon, je vais vivre chaque instant, je vais incarner chaque instant, je vais être satisfait pleinement de ce qui est intégré, je vais être vraiment dans la joie à chaque fois qu'il se passe un petit truc, même infime. Et puis quand il y a par contre des ressentis de souffrance, ne pas polariser sa propre polarité
et se dire, bon, ben ok, c'est comme ça, je suis en train d'intégrer. C'est pas grave, ça prend le temps, et puis c'est tout. Et c'est le lâcher-prise avec ça, c'est le fait d'observer, hein, c'est pas se dire je vais lâcher prise, parce que ça c'est pas du lâcher prise, de vouloir lâcher prise, c'est simplement d'observer, se dire ah ben c'est comme ça, voilà, je suis con encore, c'est pas grave, ça va passer. Mais on va être con encore longtemps, donc bah, c'est pas grave ça non plus. Et plus on va comprendre que c'est pas grave, et plus le temps va à nouveau s'accélérer. Bon, il y en a qui disent que le temps s'accélère, bon, on laisse tomber ça, hein, voilà. Euh, le temps, il est très lent sur cette Terre, il est très lent. Sur cet espace-temps, le temps est très lent. Donc la physiologie, elle est très lente, la biochimie, elle est très lente, et puis il faut que ça se fasse, et puis c'est tout, voilà. Et quand on rentre dans cette acceptation et dans l'observation de ça qui est en train de se passer, on, on le vit beaucoup mieux. Donc la souffrance, elle est plus psychologique, elle va être vibratoire. Il y a une souffrance parce qu'effectivement, la lenteur des processus, le temps que ça prend pour qu'on soit en paix, et ben merde quoi, c'est ça en fait, hein, ce qu'on se dit. On se dit mais c'est quand que ça va être bien, que ça va bien se passer, que je vais pas me prendre la tête, que je vais pas m'énerver sur des trucs à la con. Ben oui, ça prend du temps. C'est pas grave, voilà. Donc ben, le temps que ça se passe, ben faut se dire que pendant que ça se passe, et ben ça se passe. Ça veut dire que ça se réalise et que c'est en train de progresser. Ça progresse en spirale et en ascension. C'est-à-dire que on a toujours l'impression d'avoir des re, et des re, et des re, et des re, et des re. Et si on n'est pas conscient du processus, on a l'impression qu'on vit la même chose encore et encore, et qu'en fait c'est jamais résolu. Mais en fait non. Ça augmente en vibration, et à chaque fois, même si on a l'impression de revoir les mêmes matières, on les intègre un peu plus. Voilà. C'est-à-dire que nos résistances, au lieu d'être psychologique, donc de la souffrance psychologique, de la je résiste à ce qui est, je ne veux pas que ce soit comme ça, on dit ok, c'est comme ça. Et là, c'est plus de la résistance psychologique, ça devient de la résistance électrique. C'est-à-dire que là, on capillarise l'arbre de vie qui est le système nerveux, on le capillarise, on le densifie et on solidifie le corps. Donc c'est quand même super positif, quoi. Donc si on sait que ça se produit, eh ben on se détend. Voilà, moi j'aime bien dire ça, on se détend. Parce qu'en fait c'est une tension, cette pression qu'on se donne, cet idéal de l'homme nouveau, l'idéal de soi, c'est dû sur moi, et ça c'est un stress. Et quand on stresse, on rajoute de la vitesse, on rajoute de la densité, on rajoute de la matière, de la masse et tout ça. Et donc ben, on recrée des programmes, parce que c'est nous en fait qui faisons ces programmes subatomiques. C'est nous les créateurs de l'astral tel qu'il est aujourd'hui. Donc ben, si on veut que l'astral se désastralise de son astralite, c'est-à-dire de sa vitesse de gravitation, si on veut qu'il ralentisse, eh ben, c'est à nous de faire le boulot. C'est pas à l'astral. L'astral est totalement inconscient, quoi. Les mémoires et les entités, tout ça, c'est de l'inconscience pure et dure. Donc c'est à l'être humain, parce que l'être humain, il a un centre atomique. Dans les mémoires astrales, il n'y a pas de centre atomique, c'est juste des gravitons. C'est juste de la gravitation, c'est juste de l'impression, c'est juste. Donc il n'y a pas de centre atomique. On partage le centre atomique avec l'astral en tant qu'être incarné. Donc on a la même antimatière. L'astral et l'être humain physiologique avatar a le même truc. C'est-à-dire, mais par contre, ce qui se passe, c'est que l'astral, il fonctionne bien sûr, il est alimenté évidemment par l'antimatière, sinon ce ne serait pas possible cette histoire-là, mais il s'alimente surtout de notre réflexion et donc de notre expérience. Donc les mémoires, elles sont rapatriées dans l'astral et ensuite elles réinjectent les programmes en mise à jour, adaptés à ce qu'on a besoin, etc., de travailler. Mais donc ce que je voulais dire, c'était que l'être humain est le seul à pouvoir modifier l'astral parce que l'être humain, il est dans sa constitution processorale un gestionnaire de sa nucléarisation. C'est-à-dire qu'il a tout dans le système nerveux, dans le système neuronal, pour arriver à prendre conscience et prendre la main sur la programmation à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout gérer, bien sûr, mais à un moment, il peut aussi interférer et être le participant conscient aux mises à jour. Et c'est dans cette participation de plus en plus consciente aux mises à jour du subatome astral que l'être humain va alléger, en tout cas ralentir la vitesse de gravitation du subatome astral. Voilà.
Et c'est comme ça qu'on dit que l'Hadès s'est vidé de ses morts, que l'astral se désastralise, qu'il est vidé de ses entités, tout ça. Parce que les entités, c'est juste des mémoires, quoi. C'est juste des impressions gravées sur un disque dur. Voilà. Et bien, donc, dans la relation amoureuse, c'est ça qu'on a à faire. Arriver à comprendre comment est-ce qu'on est plus dans le désir que dans le besoin quand c'est plus nécessaire, quand le besoin a été comblé. C'est le désir qui nous bloque et qui fait barrage à l'émergence, à l'effusion de l'antimatière. Ce qu'on appelait autrefois dans le mysticisme l'effusion de l'esprit. Mais c'est vrai que l'antimatière passe par l'esprit, c'est-à-dire que l'antimatière ne peut pas être directement en contact avec l'homme parce que l'antimatière est immobile. Mais dans sa diffraction, dans son mouvement, elle commence à bouger forcément puisqu'elle est diffractée, donc il y a du mouvement. Donc là, elle va vers la matière, par tous ces processus effectivement de E égale MC2. Et bien à ce moment-là, il y a une communication qui est possible. Donc l'être humain peut ne pas interférer, peut arrêter de bloquer cette effusion et cette émergence. Bien sûr, le blocage a été nécessaire parce que c'était une protection tant que les corps n'étaient pas suffisamment solides pour accueillir cette énergie colossale. Et de plus en plus, ils vont être dans cette translation en augmentation de capacité à supporter.